Bonjour, merci d'être présent. Donc aujourd'hui, on va parler entre 11h05 et 11h45 de l'AI Act et de la mise en conformité avec l'AI Act. Donc l'AI Act, c'est le règlement qui est venu au niveau européen donner des règles sur l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse décrypter aujourd'hui comment est-ce que l'IA et ce règlement sur l'IA va venir s'implémenter dans les entreprises et va forcer les entreprises à s'adapter. Donc on est aujourd'hui avec toi, pardon, Jean-Marie, parce que d'habitude j'avais les petits noms, Jean-Marie de Giscard, Isance de la Gendarmerie nationale et Raoul de Giscard. Pardon, oui, de Outside, je te prie de m'excuser. Isance, est-ce que tu veux commencer, je te donne le micro, sur un peu l'AI Act, du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait ce texte, qu'est-ce que ça implique, quelle est l'idée derrière une telle réglementation? Merci pour cette prise de parole. Alors, plus globalement, effectivement, la réglementation d'intelligence artificielle, c'est une volonté de l'Europe aussi de s'affirmer sur cet espace numérique à travers l'intelligence artificielle. Ne sachant pas exactement de quoi il sort tourner technologiquement avec l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'elle a choisi de faire une réglementation sur l'usage. Et c'est très important du reste cette notion d'usage parce que ce qui signifie que cette réglementation d'intelligence artificielle, elle est évolutive et qu'elle va avoir besoin des entreprises, des institutions pour évoluer dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique, finalement, le fait que chacun de nous devient acteur, entrepreneur de normes. Cette réglementation d'intelligence artificielle, elle est pensée maintenant depuis plus de 2 ans. Elle arrive donc à sa fin puisqu'elle va être votée adoptée d'ici avril. Et puis on va avoir jusqu'à 18, voire à 36 mois pour finalement que la mettre en application. Voilà. Peut-être dernier point, cette réglementation d'intelligence artificielle, elle n'a pas pu se faire donc à travers cette notion de critères techniques, puisqu'elle est encore en train de se développer. Et donc en fait, on a mis des différentes barrières. Les risques à travers la notion de risque, donc il y a des usages qui seront interdits, des usages qui seront hautement risqués, donc on demande des actions de conformité très sévères, et puis ensuite il y a des usages à risque plus faible, et puis ensuite des usages à risque très modéré. Donc voilà, et à travers cette graduation, effectivement, il y a différents enjeux de conformité. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, on va pouvoir revenir un peu en détail sur ces différents niveaux de risque et ce que ça implique justement pour les boîtes. L'idée, c'était aussi de trouver un équilibre entre l'intérêt des citoyens et les contraintes de la technique. Toi, côté gendarmerie nationale ou plutôt côté pouvoir public, comment est-ce que vous avez vu le texte? Est-ce que pour vous, le texte en fait permet de trouver ce bon équilibre-là ou pas? On a fini par le trouver parce qu'en fait, initialement, ce texte, il est fait pour les entreprises. Qui plus est, en fait, l'objectif principal était quand même de booster le terreau de PME dont est constitué le marché européen. Et c'est pour ça qu'on dit que ce texte a une vision très produit et qu'il a été géré par le ministère des Finances. Du coup, le ministère de l'Intérieur, dont le sujet n'est pas du tout le consommateur, mais plutôt le citoyen, a dû effectivement prouver pendant 2 ans ce qu'il faisait avec de l'intelligence artificielle, quel était l'intérêt de se doter d'intelligence artificielle. Et on en discutera peut-être tout à l'heure. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a anticipé en plus ce texte au sein de la gendarmerie, donc on a déjà mis des choses en application, en se disant bien que de toutes les manières, vu la sensibilité du sujet d'intelligence artificielle dans les mains finalement des forces de sécurité intérieure, qu'on serait de toutes les manières mis sur des niveaux très risqués, voire interdits. Donc voilà, donc on a dû se préparer assez tôt à ce sujet-là. Merci beaucoup. Jean-Marie, Raoul, comment est-ce que vous le voyez côté entreprise, ce texte, et comment est-ce que vous faites, vous, respectivement, dans vos entreprises? Donc pour Giscard, ça fait partie aussi de votre modèle. Comment est-ce que vous voyez cette réglementation de l'IA et quels sont pour vous les points sur lesquels les entreprises vont devoir s'adapter? Bonjour et merci pour cette invitation, pour la prise de parole. Ouais, donc chez Giscard, nous on travaille beaucoup sur l'opérationnalisation de l'IA Act, notamment soit avec des grands groupes. On travaille par exemple avec des banques, des sociétés en assurance aussi, beaucoup qui se préparent à l'IA Act et à la mise en conformité.
Nous, ce qu'on a vu dans nos retours d'expérience dans ces travaux-là, c'est que d'une part, les organismes comme les banques sont déjà extrêmement régulés et souvent l'AI Act ne les fait pas forcément très peur parce qu'elles ont déjà plein de process comme le MRM qui mettent en place pour gérer les risques autour des modèles. Même chose dans la grosse industrie ou dans la santé qui fait partie de ces secteurs souvent high risk dans l'AI Act où au final on ne voit pas forcément une grosse peur de la part de ces personnes-là. Par contre, côté start-up, il y a effectivement une grosse peur qu'il y a des entraves à l'innovation, de la difficulté à pouvoir mettre en place, innover rapidement et se lancer de nouveaux produits d'IA. Et là-dessus, c'est là où il y a un vrai travail à faire pour opérationnaliser et notamment automatiser beaucoup de parties qui sont demandées dans les hacks, comme la partie documentation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup chez Giscard. C'est comment on fait pour, d'une part, retrouver les preuves demandées par l'AI Act ou d'autres standards automatiquement. D'autre part aussi, à partir de ces preuves-là, rapidement avoir des indicateurs pour se dire, bah voilà, à tel ou tel moment, je suis à 20% ou à 30% en termes de complétude de la preuve. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc un message clé qu'on a aussi, c'est qu'il est possible d'innover aussi sur les questions de compliance. Et c'est un peu le message qu'on porte chez Giscard. Oui, donc merci aussi de votre invitation. Je peux amener un angle un peu différent. Donc nous, chez Outside, si vous ne connaissez pas, on est spécialiste de traitement des données 3D en temps réel des capteurs LIDAR pour le suivi des flux de personnes et des véhicules. Évidemment, on est très satisfait de cette réglementation parce que d'un côté, ça met en lumière, évidemment, si ce n'était pas suffisamment connu, les risques d'utiliser les mauvaises technologies pour certains objectifs. Et en ce qui nous concerne, c'est un élément encore une fois positif puisque la donnée que nous utilisons, LIDAR, est une donnée qu'on appelle anonyme et pas anonymisée. Or, on a vu beaucoup de confusion sur le terme. Anonymiser, évidemment, ça veut dire que la donnée à l'origine, elle n'est pas anonyme. On fait quelque chose pour qu'elle devienne privée. Et donc, il y a des risques dans le process, même si c'est fait sur place. Le fait de ne pas capturer aucune donnée qui permet d'identifier les personnes et pourtant répondre aux besoins. Et les besoins n'est pas souvent d'identifier les personnes. Le besoin, en tout cas de nos clients, est de suivre le mouvement de façon précise, y compris individuellement. Donc, un des effets positifs, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est que ça motive davantage les clients finaux à se poser la question de est-ce que je suis en train d'utiliser la bonne technologie? Est-ce que j'utilise des caméras parce que c'est la seule chose que je connais jusqu'à là, alors que c'est risqué? Ou est-ce qu'il y a des technologies qui ont des meilleurs résultats, plus performants, sans aucun risque? Et donc, pour pouvoir mettre ces produits sur le marché, surtout si vous êtes dans des cas de risque, il va falloir obtenir un marquage CE. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous anticipez, enfin, que vous avez déjà anticipé? Et donc, est-ce que pour vous, le process aujourd'hui est assez clair sur la manière dont vous allez vous procéder pour avoir ce genre de marquage CE? Ou est-ce que vous avez encore des incertitudes sur le fonctionnement de tout ça? Alors, jusqu'à là, on ne capture pas des données personnelles. Et dès le moment où on ne les capture pas, on n'a pas à montrer pourquoi on ne les garde pas parce qu'on ne les capture pas. On n'a pas à avoir des process pour les changer parce qu'on ne les a pas, etc., etc. Et donc, après, on pourrait... voilà, il y a certainement des implications, mais en tout cas, elles sont très, très légères en ce qui nous concerne. D'accord, ok. Donc, pour vous, pas de marquage CE? Ok, super. Parce que donc, le fonctionnement de cette réglementation, c'est qu'il y a 4 niveaux de risque, comme t'expliquait Isance. Et donc, il y a le niveau de risque donc, qui est contraire aux droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc, du coup, c'est le risque inacceptable. Fait que dans 6 mois, il n'y aura plus de possibilité de mettre sur le marché une IA à risque inacceptable. Ensuite, il y a le haut risque, qui est donc défini par le texte comme étant dans des secteurs comme la santé, comme l'éducation, la formation professionnelle, etc. Et donc là, il va falloir obtenir un marquage CE, sauf si
même parce que vous êtes dans ces secteurs, vous démontrez que votre cas d'usage n'est pas au risque. Donc j'imagine que vous pourriez être dans cette situation-là. Et ensuite, il y a les cas de risque, risque minimal, etc., où il va falloir avoir davantage de documentation. Vous, côté Giscard, vous vous inscrivez à quel niveau de la chaîne de ces différents niveaux de risque-là? Alors sur le marquage à haut risque, donc on demande, l'article 17 demande un QMS, donc Quality Management System, et Giscard est clairement c'est exactement ça. Giscard, c'est un système de gestion de la qualité de l'IA. Donc évidemment sur les systèmes IA à haut risque, mais après sur les systèmes plutôt à bas risque, évidemment il y a la question de la transparence et de la documentation, et c'est aussi notre secteur clé, puisqu'en fait nous on va construire des tests, des outils de debugging, des outils aussi de monitoring des IA qu'on va pouvoir facilement intégrer comme des preuves dans la documentation. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Sur les IA à bas risque, on sait aujourd'hui qu'il y a des labels qui sont en construction, le label de l'Alliance européenne, où il y a eu une fusion entre Confiance AI, VDE, I3E et Positive AI. Donc ces différents organismes aussi sont en train de créer des labels un peu sous la même forme qu'un Nutri-Score aujourd'hui, ABCDE. Et ces choses-là aussi nécessitent de mettre en place de la documentation, d'être en conformité vis-à-vis d'une certaine checklist. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille chez Giscard. Et Isance, du côté de la gendarmerie, vous, est-ce que vous êtes concerné directement par cette réglementation, et est-ce que vous pouvez avoir des expérimentations un peu particulières sur ces usages de l'intelligence artificielle ? Oui, la sécurité intérieure est concernée par la réglementation en IA. Seules en fait, les activités liées à la sécurité nationale et celles de la défense ne sont pas du tout concernées. Du coup, oui, dans les cas effectivement interdits, vous avez des exceptions pour certaines technologies comme les systèmes d'identification biométrique, dont la gendarmerie, au-delà de ça, les forces de sécurité intérieure ont besoin dans le cadre spécifique d'une enquête ou dans le cadre d'une menace imminente. Il y a aussi effectivement tout ce qui est catégorisation biométrique qui a été également très limité, très encadré, et là-dessus, effectivement, pas d'étonnement, et il n'y a aucun problème justement à encadrer ça plus vivement. Ça l'était déjà avant. Et puis après, on tombe ensuite sur du haut risque pour d'autres technologies en fait, qui sont liées à justement de la collecte de données, du traitement de données. Il y a un vrai sujet pour nous, enfin pour les pouvoirs publics et pour les entreprises en général, c'est justement cette notion d'expérimentation que nous offre en fait cette réglementation en IA. J'ai hâte vraiment qu'on puisse maintenant passer au travail de la mise en application dans notre droit interne pour savoir quelles vont être les conditions pour que nous, puissance publique, on puisse justement ouvrir ces fameux bacs à sac réglementaires, soit parce qu'on aura développé en interne certaines applications, soit en fait pour accompagner aussi des entreprises qui sont partenaires des forces de sécurité intérieure. C'est essentiel pour l'intelligence artificielle qui a besoin de cette expérimentation pour se calibrer et finalement pour répondre à une plus juste finalité. Donc on a une vraie attente. On a une vraie attente justement sur cette notion d'expérimentation. Il faut bien savoir que nous, on n'avait pas ce cadre-là. Juridiquement, il n'était pas si installé que ça. Donc on a vraiment hâte aussi. Puis c'est notre manière de prouver aussi à la société la manière dont on utilise des systèmes IA, quelles sont les personnes aussi derrière ce système d'IA, et donc finalement de s'inscrire dans l'action de redevabilité qui est co-substantielle finalement à l'action de la gendarmerie nationale en particulier, et plus généralement le service public. Et vous avez... est-ce que tu peux nous détailler, je sais pas, un exemple d'utilisation de l'IA par la gendarmerie nationale ou à moins que ce soit classé Un exemple détaillé, oui, on a travaillé par exemple sur la détection de deepfake. Alors ça, c'est dans le champ de la lutte informationnelle, qui est un sujet aussi important et central, là encore, hein, au-delà de la gendarmerie.
Il est encore. Alors, ce qui est intéressant avec cette détection d'IP, c'est qu'elle est encore dans le champ exploratoire, dont la vocation est quand même opérationnelle. Donc, on ne tombe pas sous le coup de la réglementation en IA, puisqu'on est encore dans le moment de la recherche. Mais ça a permis plusieurs choses. La première, c'était finalement d'expérimenter ce sujet-là de la détection de deepfake. C'était aussi une façon d'attirer des talents, parce qu'on a eu des étudiants, des ingénieurs, des PhD qui sont venus aussi pour nous aider à développer cette technologie-là. Et puis, ça nous a permis également de travailler avec des entreprises. Donc, on jouait aussi le rôle déterminant pour le service public, justement d'être d'être le lien aussi avec l'écosystème numérique. Donc voilà, donc c'est toujours en fait dans le camp de la recherche. Faut bien se dire aussi dans le service public, avant que ce genre d'application arrive sur le terrain, il nous faut entre 1 an et demi, 2 ans pour avoir toutes les steps d'autorisation réglementaire qui soient toutes validées. Donc le chemin est extrêmement long. Voilà. Et Raoul, est-ce que tu vois l'émergence de l'intelligence artificielle et de fait la réalisation de cette réglementation comme une opportunité pour pouvoir davantage contractualiser avec des grands groupes, avec des entreprises qui ne savent pas aujourd'hui comment appréhender et mettre en place l'intelligence artificielle en interne? Est-ce que ce niveau-là de compliance peut ouvrir des portes, ou est-ce qu'au contraire, ça risque de faire retarder les choses pour certaines startups? Non, on pense en effet que ça peut être un accélérateur, puisque tout ce qui, de façon générale, plus il y a des contraintes et plus il y a des spécificités à mettre en place une technologie, plus vous avez intérêt à vous reposer sur des experts qui font ça et qui ont des coûts forcément, parce qu'il y aura des coûts pour s'adapter, pour mettre en place les outils, les contrôles, etc. Et ces coûts sont forcément partagés au communal avec différents clients, parce que c'est principalement des coûts fixes. Et donc, en général, ça a plutôt vocation à accélérer le fait qu'on travaille plus en écosystème et un petit peu moins de façon isolée. On parlait pas mal pour d'autres sujets réglementaires de la problématique de l'interopérabilité et donc de la difficulté d'être sur les mêmes niveaux d'exigence entre les différents opérateurs. Est-ce que sur l'intelligence artificielle, finalement, vous pensez qu'aujourd'hui la réglementation elle se suffit, ou finalement la prochaine bataille ça va être la normalisation pour pouvoir définir les bons standards qui vont permettre aux boîtes d'interopérer? Je ne sais pas qui serait prêt à prendre la question. Très rapidement, là aujourd'hui on demande la création de standards harmonisés. C'est clairement le travail qui est en train d'être fait par le CNCNELEC, d'ailleurs dans lequel nous on contribue aussi. L'enjeu là aujourd'hui tel que c'est actuellement les AI Act, c'est très difficilement actionnable, ça c'est clair. Aujourd'hui nous on travaille plus sur d'autres types d'outils comme des standards, ou même le document Trustworthy AI du High Level Group, qui est beaucoup plus utilisable en tout cas dès qu'il s'agit de travailler sur la compliance. Même chose, on a d'autres standards qui marchent assez bien, qui sont très utilisés, alors plutôt dans le monde anglo-saxon, qui est NIST Risk Management, qui marche très bien aussi, ou ISO 42001 aussi, que je vois beaucoup être appliqué. Donc voilà, donc un peu sur le même modèle de ces standards-là, aujourd'hui on est en train de créer des choses avec le CNCNELEC et pour justement opérationnaliser les actes. Et on a besoin d'avoir des standards supplémentaires au niveau du CNCNELEC, si tu dis que finalement NIST ou ISO 42001 fonctionne bien? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin partout, très honnêtement. Il y a des choses, il y a des vocabulaires très spécifiques à l'AI Act, notamment par exemple tout ce qui est General Purpose AI System, où là pour le coup, les standards que je citais ne parlent pas du tout de ces choses-là, et donc là peut-être que oui, mais sur un ensemble, sur toute la question sur le risk management et toutes ces choses-là, il y a déjà des standards qui marchent très bien. Ouais.
Non, je pense que c'est un. Alors, la standardisation, c'est un véritable enjeu. Alors là, pour le coup, très politique, géopolitique, hein, je dirais. On réaffirme en fait de manière très opérationnelle la manière dont on veut que l'intelligence artificielle soit utilisée. Et c'est important que la vision européenne aussi s'impose finalement dans ces arcanes de la standardisation. C'est un vrai sujet qu'il faut prendre aujourd'hui en main très fortement parce que en fait demain effectivement tout sera interconnecté et que finalement celui qui arrivera le premier avec ces standards en fait imposera ces standards à tout l'écosystème numérique, quel que soit l'objet ou la manière dont on mettra de l'intelligence artificielle ou dont on utilisera le numérique. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Là, le vrai sujet de souveraineté va se jouer, à mon avis, maintenant, effectivement, dans ces arcanes-là. Et vous pensez du coup qu'on a le pouvoir en Europe, nous, France Digital, on va bientôt sortir une étude sur la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et on a un peu identifié quels étaient les différents acteurs de l'IA générative. Est-ce que vous pensez que l'Europe a les moyens aujourd'hui d'être une puissance de l'IA générative? Bon, déjà, l'IA, c'est pas que l'IA générative. Et donc, dans d'autres champs, l'Europe est leader, de loin. Donc c'est un cas différent. Vous pensez à quoi, par exemple? Typiquement, dans la vision par ordinateur, ce qui nous concerne, c'est clairement le cas. Après, tout à fait, l'Europe a quand même une masse critique qui est très forte. Hein. Faut pas l'oublier. En fait, c'est que je dirais peut-être pas le cas pour chacun des pays de façon individuelle. D'où l'intérêt, entre autres, de l'Europe. Mais tout à fait, je pense qu'il y a la possibilité de jouer un rôle crucial. Mais par contre, le temps compte, le timing, l'horloge tourne, c'est sûr. Tu veux compléter? Vous voulez compléter? Je peux compléter aussi. Alors, sur ce que je connais, les startups, effectivement, moi, je trouve que sur la place parisienne, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. On pense notamment à des créateurs de modèles comme Mistral qui créent quand même des modèles open source qui marchent extrêmement bien aujourd'hui. Et puis d'autres acteurs qui sont en train d'appliquer beaucoup d'IA générative dans plein de domaines différents, dans le monde des chatbots, dans le monde de la banque. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont faites à Paris en ce moment. Peut-être un petit mot de conclusion sur quels seraient pour vous les conseils que vous pourriez donner à des entreprises ou à toute personne qui va se lancer dans l'IA et qui va du coup se mettre face à une réglementation qui va pouvoir venir bouleverser sa roadmap. Quel serait un conseil à donner à ces boîtes-là? Peut-être que finalement, dans cette course au temps, c'est de savoir prendre le temps. C'est-à-dire, il faut, parce qu'on parle beaucoup de processus agiles, et de flexibilité, mais en réalité, pour que ça marche, il faut une trajectoire qui soit extrêmement stable. Donc, il faut savoir mettre en place une stratégie à travers différents grands piliers que je dirais pilier dynamique, qui est à la fois, il faut d'abord comprendre en fait ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que là on en parle beaucoup, mais en réalité il n'y a pas autant de personnes qui sachent vraiment exactement comment ça fonctionne, pourquoi, donc il faut savoir s'attirer et donc se doter de sachants autour de soi, parce que c'est une matière aussi très experte de sachants, en tout cas aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas appelée de maturité technologique. Peut-être deuxième pilier, c'est a-t-on les moyens, parce que ça coûte cher de faire de l'intelligence artificielle. C'est très, effectivement, on a très envie d'y aller, mais en fait, il faut aussi de la puissance de calcul, il faut avoir une bonne gouvernance des données. Je dirais également aussi le troisième pilier, qui est toujours un peu en queue de comète, je trouve, mais qui pourrait être en premier, qui est la notion de sensibilisation auprès de son entreprise, déjà en interne, parce qu'en fait, c'est une aventure humaine qui est hyper collective. Donc, si il y a un service qui, finalement, n'est pas doté de la même information, qui n'est pas sensibilisé de la même manière, vous pouvez être sûr que, en fait, le bateau va chavirer un moment et que vous ne pourrez pas, en plus, accompagner tout un écosystème si vous le souhaitez. Donc, cette sensibilisation,
réglementation est extrêmement importante en interne puis également en externe. Et je dirais enfin, quatrième point, et ça me tient à cœur parce que je suis de formation juridique, c'est oser. C'est-à-dire que cet AI Act, je le redis, ouvre la voie finalement à l'expérimentation. Du coup, il va falloir effectivement y aller, expérimenter, se dire que parfois, il va falloir accepter aussi de jeter, de dire bah non, j'atteins pas la bonne performance technologique ou la finalité est pas bonne. Donc il y a aussi ça avec l'intelligence artificielle au niveau du calibrage et que la réglementation justement va aider justement à mieux calibrer et donc à oser aussi à rentrer dans l'arène de cet espace numérique là. Merci Vince. Bien, donc pour conclure aussi, à peu près le même message, hein, c'est juste pour le dire avec d'autres mots, ou peut-être apporter un autre élément, c'est qu'on parle effectivement beaucoup d'IA. Paradoxalement, en tout cas nous on le voit beaucoup dans notre champ, c'est pas forcément la meilleure solution aussi, souvent. Et donc on voit quand même un petit effet de mode dans lesquels il faut un peu mettre de l'IA partout, etc. Bon, souvent, on dit de l'IA et ce n'est pas de l'IA vraiment, etc. Mais souvent, ce n'est vraiment pas nécessaire. Et ça, c'est lié aussi aux questions des coûts, notamment, qui peuvent facilement exploser quand on n'utilise pas les bonnes solutions. Et moi, mon seul message, c'est aussi, souvent on confronte l'innovation avec la compliance et on se dit d'abord on innove, d'abord on expérimente et ensuite on met en place toutes les couches de gouvernance, de conformité, d'évaluation. Et moi ce que je vois avec l'IA, c'est que souvent, si on commence by design, on va dire, l'évaluation, ça permet aussi de mieux développer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez propre à l'IA, qui est quand même une discipline très artisanale, dans le sens où ça marche beaucoup par essai-erreur. On essaye des choses, on mesure. Si ça ne marche pas, on enlève. Et sinon, on va vers la direction qui a marché. Et pour faire ce genre d'essai-erreur, on a besoin de métriques d'évaluation et on a besoin de les mettre en place dès le début des projets. Donc voilà, c'est aussi mon message qui est d'essayer de concilier aussi la partie un peu évaluation avec la partie expérimentation. Trop bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, je pense que le dernier conseil, ce serait en fait d'y aller, mais surtout de regarder à anticiper, parce que exactement, il y a prendre son temps et en même temps, les réglementations vont arriver super vite. Et la conséquence, ça peut être une absence de mise sur le marché. Donc voilà, donc ça s'anticipe quand même un tout petit peu. Mais écoutez, merci à tous les trois d'avoir été présents et à très vite.